Agnès Verdier-Molinier, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On a une tradition ici, c'est de laisser les invités se présenter. Alors, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots? Oui, je suis Agnès Verdier-Molinier, je dirige la fondation IFRAP, qui est une fondation indépendante qui évalue les politiques publiques, et je viens de sortir aussi un nouveau livre, Où va notre argent? C'est un sujet, je pense, qui concerne tous les Français. Donc, on a regardé et on a lu votre livre. Vous soulevez un paradoxe qui est qu'on a des prélèvements obligatoires qui explosent et pourtant un service public qui est en train de se déliter, dont le service est de moins en moins bon. N'y a-t-il pas un autre paradoxe sur le fait qu'on a l'impression quand même que les services publics manquent d'argent? Donc j'ai envie de savoir où est le delta. Et vous posez cette question-là parce que là, on fait encore plus de recrutement de magistrats. L'école, on a l'impression qu'il manque de professeurs. Donc comment faire? Quel est le problème? Ah oui, c'est vrai, c'est le paradoxe français. Et je pense qu'il est temps qu'on se rende compte qu'à la fois nos prélèvements obligatoires sont au maximum de ce qu'on n'a jamais vécu. On est en train de repasser devant le Danemark alors qu'il nous avait dépassé en 2021. Et l'écart va encore se creuser dans les prévisions de la Commission européenne en 2023 et en 2024. Donc vraiment, la France est en train d'alourdir très fortement ses impôts par rapport aux pays comparables. Et puis, on a aussi des dépenses publiques qui sont gigantesques, 58% de la richesse nationale. Là, vraiment, on ne fait pas plus cher dans les pays développés, dans les pays de l'OCDE. Et c'est vrai, vous avez raison. Il y a un délitement de nos services publics. Et alors, on se dit, mais comment cette équation est possible? On paye le plus d'impôts, on dépense énormément, des milliards et des milliards. Pour l'hôpital, par exemple, c'est 15 milliards de plus que les Allemands tous les ans. Et l'impression que ça nous donne, c'est que quand on va aux urgences, c'est la cata, qu'on finit sur un brancard dans un couloir, qu'à l'école, la qualité est catastrophique. Les élèves du public, là, je le dis dans mon livre, les élèves de 6e, pour un texte de 200 mots, 15 lignes, il n'y en a que 52% qui arrivent à le lire correctement. Mais où va l'argent? Et c'est ça que je pose comme question. Et en fait, le problème de base, c'est que ça fait des années qu'on ne regarde pas où va l'argent. Et que tous les problèmes se sont accumulés et empilés. Et que, d'une certaine manière, nous ne voulons pas, en France, nous ne souhaitons pas, et c'est surtout, quand je dis nous, c'est aussi les administrations françaises, ne veulent pas qu'on regarde comment elles utilisent l'argent public. Et il y a un article dans la Constitution, c'est l'article 24, qui dit que c'est le Parlement qui doit contrôler l'exécutif, mais aussi évaluer les politiques publiques. Donc ça veut dire évaluer justement l'efficacité des services publics. Et puis c'est l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 que je mets au dos de mon livre, parce que pour moi c'est fondateur, c'est un principe constitutionnel. Tous les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi. Est-ce que nous suivons l'emploi des deniers publics? Non. Qui le fait? Pas le Parlement. La Cour des comptes, est-ce qu'elle le fait? Alors d'une certaine manière, de manière un peu picrocolline, avec de temps en temps un rapport ou deux où on se dit « Ah bah oui, c'est dingue, sur le RSA, etc. etc. » Et puis finalement, qu'est-ce qui se passe derrière? Rien. Est-ce que la Cour des comptes a tiré l'alarme sur l'inflation qui allait nous arriver dessus après toutes les dépenses somptuaires? Non. Est-ce qu'elle a dit à un moment sur le quoi qu'il en coûte, pendant le quoi qu'il en coûte, nous on l'a fait à la Fondation IFRAP, qu'on était en train de dépenser beaucoup trop? Non. Et finalement, qui nous protège de cette folie dépensière? Personne. Et qui nous dit comment on classe les hôpitaux, les écoles, etc. Tout est fait aujourd'hui pour empêcher les classements. Là, on travaille à la Fondation IFRAP sur les bilans sociaux, les rapports sociaux uniques des administrations, des collectivités. On a demandé à 70 plus grandes villes de France leurs bilans sociaux. Depuis août 2022, il n'y en a que 30 qui ont répondu. Le Point faisait un classement des hôpitaux et des cliniques depuis des années et des années. Là, cette année, on leur a coupé l'accès aux données publiques. Donc, alors que dans les autres grandes démocraties, tout est fait par les services publics, par les pouvoirs publics plutôt, pour qu'on puisse savoir, du point de vue des citoyens, où est la meilleure qualité du service public. Chez nous, c'est l'inverse. Tout est fait pour qu'on ne puisse pas regarder. Mais si je veux dire, à qui profite le crime? À qui profite le fait qu'on ne contrôle pas, qu'on ne sait pas ce qui se passe? Alors, d'une certaine manière, il y a une sorte de vision française qui serait que, de toute façon, dès qu'on met 1 euro d'argent public, c'est toujours bien, même si c'est pas très très bien utilisé. Ça fera toujours de la croissance du PIB. Et finalement, on se rend compte que c'est comme ça qu'on arrive à s'endetter pour fonctionner plutôt que pour investir. C'est comme ça qu'on arrive dans une situation ubuesque où il y a 100 000 profs qui ne sont pas devant les élèves,
Bon, pourquoi? Il n'y a que la France qui est un pays comme ça. D'ailleurs, le président de la République s'en est ému en disant il faudrait peut-être remplacer quand même les professeurs absents dans les écoles publiques. Dans les écoles privées, on n'en parle pas de ça. Il n'y a pas autant de professeurs absents. Alors, il y en a de temps en temps, mais ils sont beaucoup plus vite remplacés. On trouve des solutions beaucoup plus rapidement. Les collègues sont solidaires les uns avec les autres. Et finalement, on se rend compte que dans un système public, on nous parle en permanence de solidarité, etc. La solidarité, elle n'existe pas. Tout est pour l'individu. Et finalement, ceux qui travaillent dans les services publics ont oublié qu'ils sont au service de la nation, au service des citoyens, et non l'inverse. Et donc, c'est ce que j'explique dans le livre, c'est qu'à un moment, même, on a complètement oublié que les services publics, ils sont là aussi pour permettre aux Français de travailler. Par exemple, les crèches. Vous avez des places en crèche, c'est pour permettre aux papas et aux mamans de travailler. Bon, jusque-là, ça paraît enfoncer une porte ouverte. Mais dans mon livre, je me suis rendu compte qu'il y a plus de 30% des enfants qui sont gardés en crèche qui ont au moins un des deux parents qui ne travaille pas. Et quand vous déroulez la pelote, vous vous rendez compte que finalement, plus vous payez d'impôts, plus vous travaillez et presque plus vous êtes maltraité par les services publics. Et ça, c'est quelque chose qui n'existait pas après-guerre. Parce qu'après-guerre, l'idée, c'était un système assurantiel. En fait, en échange du travail, on travaillait, on avait des droits à la retraite, on avait des droits au chômage, on avait des droits à se faire soigner. Et maintenant, finalement, beaucoup de droits sont gratuits. Il y a le minimum vieillesse, il y a finalement la sécurité sociale au niveau santé pour tous, etc. etc. Il y a du RSA qui n'existait pas avant, au sortir de la guerre. Et à la fin, on a oublié qu'on est là tous ensemble, aussi dans un pays, pour le faire fonctionner. Il faut cotiser, il faut payer des impôts, il faut travailler. Et ça ne peut pas être toujours sur les mêmes que l'effort repose. Et donc, c'est vrai que ça nous emmène dans des considérations qui vont très loin. Est-ce qu'on n'a pas cassé finalement le lien social en oubliant que le travail est au cœur du système? Donc, dans le où va l'argent, si j'ai bien compris, il y a une partie, c'est les allocations, si je puis dire, excessives. Et de l'autre côté, sur l'emploi public, parce qu'il y a les dépenses faites par exemple à l'hôpital, est-ce qu'il y a, parce que je ne suis pas sûr de bien comprendre ce que vous dites, est-ce qu'il y a une administration qui coûte très cher, en gros, et parce que pourquoi on met autant d'argent à l'hôpital et il y a si peu de médecins ou il n'y a pas assez de médecins, etc. Dans le service public, j'aimerais qu'on précise ce point. Qu'est-ce qui coûte aussi cher ? C'est assez simple. Par exemple, par rapport aux Allemands, nous, on dépense 15 milliards de plus pour l'hôpital. Et pourtant, on a l'impression, au moment du Covid, on avait l'impression qu'ils avaient de meilleurs plateaux techniques que nous, qu'ils étaient capables de mieux soigner les personnes, etc., etc. Alors qu'ils dépensent moins d'argent. Mais c'est géré au niveau local, c'est pas géré par l'État. Et puis, ce ne sont pas des personnels qui ont des statuts à vie, ce sont des personnels qui ont des contrats. Et puis, beaucoup en fait, d'hôpitaux allemands, ils sont gérés en délégation de services publics par des gestionnaires privés. Mais nous, on a créé un tel carcan avec l'hôpital public, c'est tellement administratif, les agents, y compris les médecins, sont tellement broyés à l'intérieur de ce système qui ne reconnaît pas le mérite individuel, qui en fait tout le monde doit être payé de la même manière. Que vous fassiez quelque chose d'extraordinaire ou pas, de toute façon, ça ne change pas grand-chose à votre paye à la fin du mois. Il y a beaucoup d'absentéisme. On l'avait mis en exergue, mais par exemple, à la PHP, tout est fait pour qu'on ne sache pas le taux d'absentéisme par hôpital. On mixe sur plusieurs hôpitaux. Comme ça, vous ne savez pas si finalement, il y a une qualité de service avec des agents vraiment présents dans tel ou tel hôpital. Toujours dans cette idée de ne pas pouvoir classer, de ne pas pouvoir faire des comparatifs, de ne pas mettre en concurrence, etc. etc. Donc oui, c'est vrai qu'il y a une déperdition d'argent. Mais d'ailleurs, j'en parlais dernièrement, au moment de la sortie du livre, même avant, avec des personnes qui travaillent à Bercy, ou même qui sont en charge à Bercy. Et on en venait à la conclusion qu'il n'y a pas une grosse fuite quelque part, il y a des petites fuites partout. Et je dis dans mon livre, dans le chapitre justement sur la santé, qu'on a 50% de personnel technique et administratif en plus par rapport aux autres pays comparables, dans les hôpitaux publics. Mais ce que je dis pour l'hôpital, c'est aussi valable pour l'école. Par exemple, les personnels de nettoyage des lycées et des collèges, ce sont des personnels qui sont des personnels statutaires à vie, qui sont hyper absents. On a eu les bilans sociaux pour les régions, par exemple, et on a vu que sur certaines régions, ça va jusqu'à 48 jours d'absence par agent et par an.
Comment on peut avoir finalement un service correct avec des personnels qui sont finalement très peu là sur leur lieu de travail. Et c'est toute cette question aussi sous-jacente de la productivité des services publics. Quand je mets 1 euro dans la machine, dans une école privée ou dans une école publique, bah, finalement, je n'ai pas la même qualité à la fin. Et finalement, le privé coûte souvent moins cher. L'école privée sous contrat, elle coûte 3 000 € en moyenne moins cher par élève et par an au lycée. Donc si on appliquait le tarif de l'école privée sous contrat à l'ensemble des élèves français, on a fait le calcul à la Fondation IFRAP, c'est 29 milliards d'économies. Et donc, ce n'est pas une question d'argent, c'est aussi une question de gestion, c'est aussi une question de gaspillage, c'est aussi une question finalement de surcoût des marchés publics, c'est aussi une question de retraites publiques qui sont plus chères que les retraites privées. Et quand vous déroulez la pelote, vous vous rendez compte que, 1, ça coûte moins cher dans le privé, mais que 2, les résultats sont meilleurs. Parce que des élèves du public qui n'arrivent pas à lire un texte de 200 mots, pour 50% d'entre eux, ben dans le privé, c'est 64% qui arrivent à le lire correctement. Alors je ne dis pas que c'est parfait, on pourrait se dire qu'on pourrait faire encore mieux. Mais néanmoins, on voit qu'il y a une meilleure qualité pour un coût moins cher. Et d'ailleurs, dans la dernière étude de l'Institut Paul Delouvrier, ils ont montré, sur ces questions de service public, que 8 Français sur 10 pensent que finalement, on pourrait faire aussi bien avec moins de dépenses. Donc, nos compatriotes sont tout à fait conscients et tout à fait lucides, en fait, sur ce qui se passe. La question, maintenant, c'est finalement allumer la lumière, regarder vraiment ce qui se passe à l'intérieur. C'est pour ça que j'ai sorti ce livre, pour qu'à un moment, on commence à se poser les bonnes questions. C'est le moment, parce qu'avec l'argent magique qui est terminé, avec la charge de la dette qui explose, il va falloir faire des économies. Bruno Le Maire est en train d'annoncer sa revue de dépenses. On y va direct et il faut absolument pousser dans la bonne direction. Sinon, si on ne prend pas le bon chemin, on risque un scénario à la grecque. Est-ce que finalement, parler du service public qui se délite, c'est pas le moyen de révéler aux Français ce qu'ils pensaient ne pas exister, c'est-à-dire qu'en fait on s'endettait et on ne se rendait pas compte de la situation. Mais ce biais du service public qui se délite est un révélateur pour les Français de en fait, mais qu'est-ce qu'on fait avec leur argent, quoi. Est-ce que c'est un axe, mais à la fois en termes de politique, de communication et de révélation pour les Français d'une politique financière désastreuse? En fait, j'ai voulu, avec ce livre, prendre un point de vue différent, prendre le point de vue du citoyen. Le citoyen qui a un enfant qui a besoin d'une place en crèche, le citoyen qui veut mettre son enfant dans une école et qui regarde, bah tiens, quelle est la meilleure école, parce que tout le monde a envie du meilleur avenir pour son enfant et c'est bien normal. Du citoyen qui a besoin de refaire un passeport ou une carte d'identité. Et qu'est-ce qu'il va vivre, ce citoyen? Bah, il va vivre souvent un parcours du combattant, où ça va être la débrouille, où ça va être parfois le piston, alors qu'on vous parle toute la journée d'équité, d'égalité, de fraternité, de solidarité. Et en fait, quand on est confronté à une expérience citoyenne, ou même ce qu'on pourrait appeler une expérience client, bah là, on déchante. Et cette question des passeports, j'y consacre un chapitre entier. Parce qu'il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps, en 2-3 semaines, on pouvait avoir un passeport. C'était formidable, ça marchait très bien. Il faut reconnaître qu'à cette époque-là, ça marchait très bien. Et puis, après le Covid, et même ça a commencé un peu avant, il y a eu tout d'un coup des files d'attente complètement incroyables. Et là, j'ai encore des témoignages de personnes qui ont demandé en février des rendez-vous, qui auront le rendez-vous de demande en juillet, et qui n'auront ce rendez-vous à 20 km de chez eux, et qui auront leur passeport, on ne sait pas quand. Et alors, quand ils font une réclamation au ministère de l'Intérieur, on leur répond « désolé pour la gêne occasionnée ». Et ça, c'est un peu ce qu'on entend aussi à la RATP quand il y a grève, c'est ce qu'on entend à la SNCF quand il y a grève, c'est ce qu'on entend maintenant partout. Alors désolé, on n'y arrive pas, il y a la gêne occasionnée, mais en face, on paye toujours nos impôts, on paye toujours nos cotisations, on paye toujours notre taxe et nos TVA et notre CSG. Donc là, on ne dit pas désolé pour la gêne occasionnée, on ne va pas pouvoir payer, on est obligé de payer. Donc nous, on est un peu otage de tout ça. Oui, très intéressant. Avant de reparler du contrôle de la dépense publique, vous avez écrit plusieurs ouvrages dans le temps. Donc je pense que vous commencez à avoir aussi une vision à assez long terme. Est-ce qu'il y a, parce qu'on dit que Macron en fait récupère aussi une situation, est-ce qu'il y a une évolution, et là vous en parliez avec les passeports, une accélération récente du phénomène de dépenses publiques qui continuent d'augmenter, de prélèvements obligatoires qui continuent d'augmenter et de services publics? Oui, alors il y a une accélération, il y a une dégradation. Mais en réalité, les responsables ne sont pas uniquement ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir. Parce que
Nous, à la Fondation l'IFRAP, ça fait depuis quand même pas mal d'années qu'on tire la sonnette d'alarme. Et je me souviens qu'on était allé voir Gilles Carrez, Pierre Méhaignerie, c'était encore sous Jacques Chirac, donc ça ne nous rajeunit pas. Et on leur disait, dans toutes les grandes démocraties, et notamment les grandes démocraties anglo-saxonnes, américaines, qu'est-ce qui se passe? Il y a un parlement qui est super fort, qui a un organe d'audit, avec des gens qui sont économistes, statisticiens, qui se font de la prévision, qui peuvent faire des stats, qui peuvent aller contrôler sur pièce et sur place, qui peuvent faire des rapports extraordinaires. Le NAO britannique, j'en parle dans mon livre, qui a même fait un rapport sur la Cour des comptes à la demande de la Cour des comptes et qui dit, en fait, ils ne fonctionnent pas du tout comme nous et ils ne proposent même pas des milliards d'économies, donc on ne sait même pas quoi faire comme préconisation. Donc c'est assez incroyable. Et à cette époque-là, il y avait Didier Migaud, il y avait Alain Lambert qui était allé faire un tour du monde sur comment ça fonctionnait dans les grandes démocraties et qui était revenu avec des tas de rapports à publier. Et finalement, on a fait quoi? On a fait la loi organique des lois de finances, qui est un truc technique, comptable, avec des indicateurs de performance auxquels personne ne comprend rien. En premier lieu, quasiment les parlementaires. Et à la fin, les parlementaires n'ont aucun pouvoir d'investigation, d'évaluation, etc. Sur le papier, c'est leur rôle, et en fait, on les en empêche en permanence. Donc, si on voulait vraiment, et Nicolas Sarkozy avait proposé ça en 2007, c'était un office français d'évaluation et de contrôle, ça n'a jamais vu le jour. Parce que les grands corps de l'État ont tous bloqué. À la fois la Cour des comptes, le Conseil d'État, personne ne voulait que les élus soient dotés de capacités de contrôler l'administration. Vous vous rendez compte? Vous dites que les hauts fonctionnaires ont bloqué. Il y a une sorte d'esprit de corps qui a bloqué. Oui, moi je me souviens de cette période, c'était assez incroyable parce que tous les grands directeurs de cabinet, de l'Élysée, de Matignon, étaient tous contre cette idée. Il y en avait 2 ou 3. Heureusement, Emmanuel Mignon, par exemple, qui avait beaucoup travaillé pendant la campagne de Nicolas Sarkozy sur le programme et qui vraiment avait une vision du sujet avec un vrai travail de fond. Mais tous ceux qui avaient travaillé sur le fond pendant la campagne avaient plus ou moins disparu ou avaient des postes où ils n'étaient pas en capacité d'influer. Et finalement, en 2007, qu'est-ce qui s'est passé? Finalement, derrière, ça a été abandonné et c'est extrêmement dommageable parce qu'aujourd'hui, si ces décisions-là de créer un office d'audit en fait au service du Parlement avaient été réalisées, on ne serait pas en train de parler d'une dette à 3 000 milliards, on ne serait pas en train de parler des déficits à 150 milliards d'euros par an, on ne serait pas en train de se demander comment on va payer la charge annuelle de la dette avec maintenant les taux qui explosent. Donc, il fallait prendre des décisions en fait dans ces années-là. Ça remonte quand même maintenant à quelques années. Au début des années 2000, on en avait la possibilité, il y avait la réflexion pour le faire, intellectuelle, scientifique, il y avait des débats au Parlement qui étaient formidables sur ce sujet. Et finalement, à chaque fois, ça s'est heurté. Mais même quelqu'un comme François de Rugy, qui a été beaucoup critiqué ensuite, il avait ça dans son programme. Il voulait le faire à l'Assemblée nationale. Et ensuite, malheureusement, on l'a bloqué. Donc, chaque fois que des personnes ont essayé de permettre au Parlement de jouer son rôle, ça a été empêché. Et c'est extrêmement dommageable pour la démocratie française, parce qu'aujourd'hui, on voit ce qui se passe. Nos concitoyens n'ont plus tellement foi dans nos institutions. Ils ne pensent pas vraiment que les parlementaires les représentent. Et je reviens encore à cette... Ils n'en ont même pas en fait les moyens. Mais je reviens encore à cet article 14. Il faut que les citoyens ou leurs représentants puissent constater par eux-mêmes. Les représentants, c'est qui? Ce sont les élus de l'Assemblée nationale et du Sénat. Donc, moi, je crois beaucoup dans le pouvoir du Parlement et je pense qu'il n'est quand même pas trop tard. Mais voir à quel point on se heurte quand même à quelque chose de très profond sur cette idée que finalement, l'argent public... au lieu de dire, comme dans la plupart des grandes démocraties, l'argent public, c'est notre argent, c'est l'argent des citoyens, souvent, on dit c'est l'argent de l'État. C'est l'argent public. Ah, mais c'est de l'argent public, c'est pas la peine d'en parler. Mais non, c'est notre argent. Et c'est ça que je veux remettre aussi au cœur de la réflexion, en disant, attention, c'est pas l'argent de l'État, c'est pas la dette de l'État, c'est notre dette, c'est notre argent. Et c'est pour ça que tout le débat sur les retraites aussi, il aurait pu être différent si on avait dit à quel point le dossier retraite était lié aussi au dossier dette. Et que tout ça est lié. Pourquoi? Parce qu'on risque une énorme dégradation de la note de la France si on ne montre pas qu'on est capable de réformer. Puisqu'on est quand même le pays de la zone euro qui continue à s'endetter le plus en ce moment. Merci beaucoup. Merci à vous.